chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Donne-moi les paroles. 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 J'aime pas de j'aime. J'aime. J'aime pas de j'aime. J'aime. J'aime pas de j'aime. J'aime. J'aime.
Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, bien le bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot les amis. Il est l'heure 16h45, pétantos, j'espère que vous allez bien les copains. On est plein badin aujourd'hui, on est jeudi et ça régale le jeudi. C'est bientôt le week-end. Ça, c'est bientôt le week-end. Ce soir, premier apéro de ma semaine, je suis content comme tout. Je vais m'en mettre une petite dans la cravate, ça mange pas de pain. Demain, je suis pas là, mais pour une magnifique raison, je vais vous dire ça, ça va être chouette. Bref, que du bonheur. Que du bonheur, j'ai la banane, c'est bientôt les vacances, il fait beau. Ce soir, je vois mon pote Pierrot, on va se mettre 2 bières dans le cornet, et puis voilà, il en faut pas plus. Quand je vous dis qu'il faut cultiver la joie des petits bonheurs, qu'est-ce que je fais ce soir? Ben voilà, pim pam poum. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce week-end, je vais m'acheter des chemises pour le Québec, direction H&M, le modèle bleu ciel, vous m'en mettez 4, et puis voilà, et puis on est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a le petit Go dans le chat, les amis. Dites-moi un peu, j'espère que tout le monde va bien. Le petit Go qui dit: j'ai envie de faire du rhum arrangé. Est-ce que certains auraient de bonnes recommandations de rhum blanc? Alors, ça, je pense que. Merde, attends, pourquoi ça fait un zoom ça? Merde. T'as mon Jérôme 010277 en rhum, ça doit pas être le dernier. à mon avis, il doit bricoler. Si on a des gens, allez-y. Olivier Marstrez qui dit demain il va voir le Tour de France, le petit Rémi. Même pas. Non, je voulais y aller samedi parce qu'il passait à Saint-Claude et je crois que je vais pas y aller. Attends, elle m'emmerde cette caméra, c'est trop. Déjà que je suis pas grand. Merde, j'ai touché des trucs. Attends. Qu'est-ce que j'ai branlé? Attends, ouais, voilà, tac, là c'est pécable. Je devais y aller samedi, je vais pas y aller samedi finalement. Non, ça, j'ai pas envie. Ça m'a saoulé, en fait, j'adore l'ambiance du Tour de France, j'adore l'esprit, mais là franchement, ce tour, cette année, on se fait chier. Ah, j'ai pas mis les lumières du fond, putain. Eh oui, mais bon. Oh là. Ah ouais, mais on n'est pas sérieux là, ça travaille pas sérieusement ici, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a quoi? On a Marcel The Rock qui dit belle mèche, et joli dégradé, ouais. Il dit un coiffeur doit être en sursis, oh, c'est pas sympa. Attends, Baldacat qui dit Rémi t'avais réglé la colorimétrie parce que là c'est reparti le teint blafard. Merde, ça va jamais en fait. Ça va pas la colorimétrie là? Si je suis comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai essayé de mettre le rouge au fond. Ouais, c'est vrai que c'est fort cette merde. Attends. Non, mais attends, je peux régler. Hein. Là, il y a un studio maintenant, c'est américain comme méthode. Hein. Là, j'appuie sur un bouton, c'est moins fort déjà. C'est moins fort. Bon, après, c'est pas très grave. Yahi62 qui dit j'ai l'air trop blanc. Non, mais en fait, je peux allumer aussi. Attends, regarde. Ah, si j'allume. Mais on voit plus le rouge. Oh non, j'aime pas. Je préfère le rouge. Oh ouais. Bon, en même temps, on s'en branle, en même temps, on s'en fout. Vous venez pas pour l'esthétique, vous connaissez l'émission. Le jour où vous venez pour la beauté du personnage, on n'est pas là. Hein. Ouais, attends, il y a des progrès déjà. Vous êtes des aigris, ça va jamais. Merde, putain, j'ai quand même acheté une caméra, quoi. On a mis les moyens, putain, et vous trouvez toujours à gueuler, quoi. François Éclusé. Très exactement. Olivier Marstrez, au fait, je voulais te dire que sur tes vidéos que tu diffuses durant le Juste Bistrot, le son est toujours décalé par rapport aux images. Encore un coup des Russes, ah merde, est-ce que tout le monde a ça chez soi? Est-ce que tout le monde a du décalage quand je mets des images? Dites-moi les amis. Marcel Zeroc qui dit si, c'est très bien, le bouc fait contraste, il te manque quelques poils blancs. Mais j'ai pas un bouc, qui est con lui. Non mais je vous l'ai dit, j'ai une implantation de barbe, c'est une catastrophe. C'est de la merde, plus ou moins. C'est pas de la barbe. C'est le côté grattant d'une éponge, au mieux, tu vois. Alors apparemment, ouais, il y en a qui ont du décalage aussi. Bon, écoute, je sais pas. On verra ça avec Edouard. De toute façon, il est pas là. Donc là, je me démerde. Hein. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il y a des... Apparemment, ouais, tout le monde là. Bon, écoute, je sais pas. C'est bizarre, je sais pas. Écoute... je dirais, je ferai remonter à Edouard parce que de toute façon, il revient au bureau. Là, il est au Canada en ce moment. Tu vois, ouais, on se retrouve là-bas. Donc, ouais, on va régler ça en septembre. Non, mi-août, qu'est-ce que je raconte? En septembre, mi-août qu'on va régler ça. Donc on l'embrasse, évidemment. Bayard 92 qui dit va en Turquie pour implanter de la barbe. Attends, déconne pas, la dernière fois, j'ai rencontré un collègue qui s'était fait l'implantation dans la gueule, là. L'implantation des cheveux. J'ai rencontré un mec qui a fait ça, on papotait, il m'a expliqué un peu comment ça se passe en Turquie et tout. Alors ils sont rodés, hein, ils font tout ce qu'il faut, mais putain ça a l'air douloureux cette affaire. Hein. C'est 2 fois 6 heures l'intervention, je savais pas.
Franchement, je savais pas. Alors moi, ça va, j'ai de la tignasse, on est bon. Mais putain, je pensais pas que c'était aussi rude cette affaire, tu vois. Ils te prennent des cheveux de l'arrière de la tête ou du fion, enfin, je sais plus où ils vont chercher ça, et après ils te le mettent dans les endroits où tu as des trous. Mais c'est vrai que c'est vrai que bah, pour les hommes qui veulent faire ça, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est un complexe. Hein. Nous, les hommes, là, on est présentés comme des agresseurs en permanence. On a nos complexes aussi. Hein. Attention, hein. Hein, on a des petits cœurs comme ça, bien cachés derrière ces grosses bites. Ah non, arrête. J'ai craqué. L'émission démarrait bien. L'émission démarrait bien et j'ai déjà fait une blague de bistrot. C'est fou, hein. J'essaie de me retenir, mais j'arrive pas tout le temps. J'arrive pas tout le temps. Mais il y a des efforts qui sont faits. C'est important. Ouais, ils plantent les poils un par un. C'est ça le truc qu'il m'a expliqué. Bref, c'est plus ou moins du jardinage de cheveux, mais ça a l'air douloureux cette affaire. Donc, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes au taquet, les copains. Aujourd'hui, on a une belle émission. Oh là là. Déjà, on va vivre l'arrivée du Tour de France ensemble. Ils arrivent au col de la Loze, l'un des cols les plus durs du Tour de France. Il y a eu le Mont Ventoux avant-hier, c'est le col de la Loze aujourd'hui. On regardera juste la petite fin de l'étape, bien évidemment. Et surtout, et bien sûr, también más que nada, évidemment. On va vivre ça. On va parler niveau sujet, les copains. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais vous présenter le prochain nouveau juste mensuel. On va parler d'Emmanuel Carrère dans le Guardian. Ils nous ont refait le coup des biceps de Macron. C'est délirant. On va se taper des barres de rire là-dessus, les amis. Je vais vous lire le truc, ça va être extraordinaire. On va reparler de l'affaire Epstein. Suite et pas fin, hein, mais on part sur, je sais pas si c'est un coup de gueule, je sais pas si c'est du radotage par rapport à ce que je vous dis depuis des semaines, mais va vraiment falloir qu'on se sorte les neurones parce que là ça devient compliqué. Hein. On se fait promener comme des pigeons. Sur l'affaire Epstein, ça commence vraiment à me gonfler, je vais pas vous mentir. On se fait enrhumer comme pas possible et les gens se réveillent après coup. Bref, on va faire le point un petit peu sur tout ça parce que autant je trouve que la ligne juste milieu, la ligne de prudence n'a jamais été aussi importante. Je trouve qu'elle trouve du sens dans l'actualité. Donc ça me fait plaisir de porter cette ligne-là. Mais on se fait enrhumer à une vitesse que je trouve extraordinaire. C'est le cas Alexandre Jardin aussi. Je voulais pas trop lui en mettre dans le museau pour l'instant. On en a déjà parlé rapidement. Il y a une semaine ou deux, je vous avais déjà donné mon point de vue là-dessus. Je vois tout le monde qui se réveille. C'est un truc qui me rend dingue. Donc j'en ai plus que jamais marre qu'on prenne les gens pour des cons. Et pire que les gens se prennent eux-mêmes pour des cons. Et là, il va vraiment falloir qu'on sorte la boîte à neurones parce que sinon, ça va être compliqué. Mais on peut en parler direct d'ailleurs du dossier Epstein, Obama et tout, parce que je sais que c'est un sujet chaud. On peut y aller direct si vous voulez. Au moins, ça va être réglé. Hein. Ça va être réglé, ça va être vite vu. Hein. Parce que c'est des trucs qui me gonflent, mais comme pas possible. Et là, je pense qu'il faut vraiment mettre les choses à plat là-dessus. On va y aller sur le dossier Trump, Epstein et tout ça, parce que je sens que c'est chaud. Je sens que c'est très très chaud. On va y aller direct, les copains. Et c'est notamment Bayard92 qui dit: Rémi, j'ai entendu que Trump ne sort pas la liste Epstein car l'autorité judiciaire ne lui donne pas l'autorisation de le faire. Ouais, mais... Oui, voilà. Voilà, en fait, le plan. Donc, non, mais on va pas en parler tout de suite parce que j'ai préparé des petites sources que je voulais vous montrer. Il y a une petite séquence bien rangée. On papotera, on prendra les avis de tout le monde. Mais je crois qu'il faut vraiment se réveiller, les amis, parce que là, on est en train de se faire endormir. Ça commence à me gonfler. Baldacat qui dit: oui, il y en a marre. Viens, Rémi, on loue un camping pour la communauté du milieu à Elne et on prend des vacances. Ah, je suis chaud. Me chauffe pas. Rick Stasi qui dit: la bonne nouvelle, c'est l'enquête sur le suicide de l'ex-femme de Bertrand Cantat qui se réouvre. Effectivement, on a appris ça aujourd'hui, c'est une info importante. Salut à Antoine du 03 qui dit: bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à toi, mon Antoine. Est-ce que je peux t'appeler mon Tonio ? Voilà, et que après on est meilleurs copains, on va boire des suzes en vacances et puis c'est tout. Ah, ben bien sûr. Donc les amis, on va commencer les copains avec cet article de Emmanuel Carrère, enfin cet article du Guardian, sur la base d'un reportage de terrain.
d'Emmanuel Carrère. Alors je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un truc lunaire. Vous avez peut-être vu passer ça, on en a parlé dans la farce tranquille d'hier, c'est cet article qui a été publié sur le Guardian il y a donc le 15 juillet, donc il y a 9 jours maintenant. L'article s'intitule The Shining, My Trip to the G7 Horror Show with Emmanuel Macron, the King of Dick, which doesn't have to name, you know, because it's so difficult to say, Brigitte, she's as a dick or she, oh no, I don't know. Voilà, on peut aller vers du juste bistrot à l'américaine, c'est possible aussi, après tout. Pourquoi pas? Où sont les limites? On est 412 000 abonnés sur YouTube. Maintenant, c'est les États-Unis, moi. Donc, maintenant, si je veux, je fais tout en anglais. J'en ai plus rien à foutre. Ah, bien sûr. Attends. C'est bon, la France. J'ai conquis la France. Hein? Non, je rigole. J'ai rien conquis du tout. Merci à Blitz6202 qui vient de subprime. C'est un tout nouveau prime. Merci, mon Blitz. Tu régales. Je vais t'appeler Tonio aussi. Voilà. Si tu m'en veux pas, tous les gens que j'aime bien, je les appelle Tonio. Voilà. Tonio. Hé, Tonio. C'est toi qui as voulu baiser ma fille? J'ai vu le parrain il y a 2 jours, donc je suis encore dans le délire. Hein. C'est la musique sifflotée du parrain. C'est pas de la flûte de Pan, mais j'avais envie de vous proposer quelque chose. J'avais envie de mettre de la musique dans cette émission. Je peux chanter aussi. Merci à Nanou la Résistante qui vient de sub 20e mois. Merci beaucoup. Et voilà, non mais voilà. Là, tu vois, il y a 20K80, a dit waouh, tu tiens un truc là, mon ami. Mais vous savez, j'aime la chanson. J'aime ça. Et ouais, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Les rivages brûlants. À vous! Un peu plus près des étoiles. Après, bon, j'adore la chanson, mais j'ai pas tout le temps les paroles. C'est l'inconvénient du truc, quoi. Bref, les amis, cet article d'Emmanuel Carrère, donc Emmanuel Carrère, on le rappelle, écrivain français bien connu, récemment auteur du bouquin qui s'appelle Yoga, lui-même empêtré dans des affaires de justice d'ailleurs par rapport à son ex-femme, bon bref, c'est vraiment pas le sujet, et comme on dit en latin, on s'en branle. Il a été reconnu également pour un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne, qui a été adapté au cinéma, Limonov ou encore Le Royaume, et un roman russe, bref, un auteur bien connu de la scène littéraire française, qui déboule et qui nous a sorti un papier, alors don't sait où, mais vraiment on sait pas pourquoi. T'as le Guardian qui lui a dit tiens Emmanuel va nous faire un reportage auprès d'Emmanuel Macron. Comme ça vous êtes entre Emmanuel, vous êtes bien, vous pourrez vous serrer les coudes. Bon, pourquoi pas. Emmanuel Carrère, il déboule et il nous a fait un papier, donc si vous voulez, en immersion, on va dire, dans la Macronie, lors du récent déplacement d'Emmanuel Macron au Groenland. Parce que Emmanuel Macron, il s'est dit, comme je suis tellement bien aimé dans mon pays, je vais aller casser les couilles aux Groenlandais. Voilà, parce que chez moi, c'est Groenland, ça devrait pas trop me déstabiliser. Donc, le COUS est parti là-bas avec une délégation officielle, de plusieurs bonhommes, on s'en doute, dont Emmanuel Carrère. Et Emmanuel Carrère nous signe ce papier, et j'ai relevé des passages où tu te dis, c'est une blague. C'est une blague. Is it a joke? It's not a joke? You know? Last night a DJ saved my life? Et c'était pas une joke. C'était sérieux. C'était tout à fait sérieux. Il nous a fait donc un papier qui est très long. Regardez, je vous montre. Hein, il est vraiment balèze, le truc. Il y a plein de choses, il y a plein de petits passages, alors on pourrait s'arrêter sur des petits détails, parce qu'il y a des petites phrases, en fait, tu comprends pas. Emmanuel Carrère a inventé le publi-reportage en même temps. Tu vois, par exemple, il nous sort un truc, à un moment donné, j'avais tout mis en jaune, mon truc Google, il m'a dégagé, je sais pas pourquoi. J'étais content, tu vois. J'avais préparé, et j'ai plus mes trucs en jaune. Je suis embêté, là, hein. Alors, on roulait, et là on arrive, on a la pancarte Pas-de-Calais. On était bien embêtés. C'est Coluche, quand il fait le sketch, le Belge.
Je vois une machine, je mets une pièce, il y a une canette qui tombe. Je mets une autre pièce, une autre canette. Alors j'en mets une autre, et la personne derrière, elle dit « Oh, ben c'est malin, il va tout prendre. Ben, tant que je gagne, je joue, hein. » J'aime bien ce sketch. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Coluche, parce que c'est le taulier. C'est vrai que... Et la transition a pas du tout été assurée. Hein. C'est là où c'était bluffant. Ce que je fais, c'est que la transition, elle a aucun sens. Mais c'est pas grave, c'est pas très très grave. Il faut juste que je vous retrouve les passages. Là, je meuble. Hein, là, en soi, je meuble. C'est-à-dire, je cherchais un truc que je retrouve pas, mais bon, c'est pas très très grave. Merde, mais si, elle était au début, cette phrase. Ah, dis donc Hervé, dis donc. Ouais, ça, c'est Caméra Café. Putain, je la trouve pas. Putain, mais je suis con, quoi. Je l'avais noté hier. Bon, oui, voilà, ça y est, je l'ai. C'est celle-là. La première phrase pour vous dire... Il y a un côté en même temps. Il y a un côté en même temps dans l'article qui est très curieux où Emmanuel Carrère, donc je redeviens sérieux 3 minutes parce que je suis parti en cacahuète là. Ça fait plaisir. To going in peanuts. Sorry, excusez-moi, je rêve en anglais. Ça, c'est un truc de connard aussi. Attends, je reviens à Emmanuel Carrère, parce qu'en parlant de connard, on est dans le thème. Mais petite parenthèse, il y a un truc qui me rend fou. On a parlé des Mireille du cinéma il y a pas longtemps. Hein, tu t'en rappelles de la séquence. Il y a le fils de Mireille qui nous casse les couilles, qui s'appelle Quentin, généralement. Généralement, il s'appelle Quentin. Et Quentin, c'est le genre d'étudiant Erasmus. Le mec part 6 mois au Chili. Donc tu sais, il est que avec des Américains, des Anglais, je sais pas quoi. Il a jacté 2h30 en anglais sur son séjour de 6 mois. Le mec qui revient dans sa tête, c'est Britney Spears. Et les mecs improbables, imblairables qui déboulent, ils reviennent, ou alors mieux que Quentin, t'as, comment il s'appelle, Esteban, il vient du Pays Basque, mais en fait, il est pas du tout basque. C'est son père qui était cadre chez Engie, qui a eu une mission au Pays Basque, il a engrossé une gonzesse, et Esteban, il est né au Pays Basque. Mais il se prend pour Vicente Lizarazu alors qu'il a rien de basque, absolument rien. Et donc, Esteban, c'est ce genre de connard qui part en vacances à Londres 2 semaines, avec sa gonzesse, Instagrammeuse qui casse les couilles. Il arrive à Londres, il revient, et tu sais, il te parle, il dit ouais... non, mais on était à Londres avec ma chérie, pardon. Puis ouais, on a vu le Big Eye, on a vu la Tamise, la Tamise. Enfin, pardon, je rêve en anglais, je suis encore clairement là-bas, quoi. Bon, mais normalement, celui-là, tu me lui fous de l'eau de Javel dans les narines. Parce que c'est insupportable. Ça, voilà, on va poser un deuxième profil de personnage que je déteste. Il y a la Mireille du cinéma, ça vous êtes au courant. Et il y a le Esteban qui est parti 2 semaines à Londres et qui revient avec cette phrase de connard « Je rêve en anglais ». Mais alors, tu rêves en anglais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te foutre du haggis dans le museau jusqu'à la fin de tes jours, en fait. Parce qu'on n'en peut plus, en fait. Personne ne rêve en anglais. On ne rêve pas en anglais. On ne rêve ni en anglais, ni en Angleterre. Parce que c'est un pays de merde. Donc on ne rêve pas ni en anglais, ni en Angleterre. Que les choses soient claires. Donc tu pars là-bas 2 semaines. En vérité, t'as resté 1 semaine dans le sauna de ton hôtel de bourgeois de merde. Et tu déboules. Et tu viens à des gens qui, eux, sont en vacances. Ils bossent à Cahors, ils font les vignes. T'arrives, tu lui dis, ouais, non, mais putain, vous faites le wine, le vin. Non. On a lapidé des gens pour moins que ça. Vraiment, c'est insupportable. Et j'en avais une collection de gens comme ça. J'ai fait l'école de commerce à Toulouse. Hein. Donc je peux te dire que des connards en doudoune sans manche, j'en ai vu une paire. Hein. Tu t'en doutes. Hein. Je viens d'une fourmilière de connards. J'en suis un, donc ça tombe bien. Mais je te jure que ça, c'est un truc qui me rend dingue. C'est comme la Mireille du cinéma. Le Esteban qui rêve en anglais, franchement, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà. Parenthèse finie. J'avais ça à dire. J'en avais gros sur la patate. I had big on potatoes. Alors, Emmanuel Carrère. Il nous est parti avec Emmanuel Macron. Et il y a des petites phrases. On est sérieux. Le boulot, le texte. Il avait déjà fait un précédent voyage en 2018. Emmanuel Carrère dans la délégation officielle d'Emmanuel Macron. Et là, l'idée du Guardian, c'était comme nous revoilà, on y retourne. Et Emmanuel Carrère nous fait ce pape-là avec des phrases qu'on ne comprend pas. Donc typiquement, cette phrase-là, je vous lis. En France, détester Macron est un sport national auquel je ne participe personnellement pas. Ici, en revanche, les gens étaient fous de lui. 10 jours plus tôt, on ne savait pas vraiment qui il était, mais le jour de sa visite, Nuuk ressemblait à un véritable foyer de fervents macronistes.
Donc, Emmanuel Carrère, il nous dit « Ok, détester Macron, c'est un sport national. » Le mec se tire au Groenland. Là-bas, il l'adore, mais s'il l'adore, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Donc, t'as vraiment cet entre-deux d'Emmanuel Carrère d'entrée de jeu dans l'article, qui est très curieux, où à la fois il reconnaît les failles de Macron, il te précise qu'il n'y adhère pas, et il reconnaît que quand il va dans des endroits, il l'aime bien parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc potentiellement, quand ils vont le connaître, ils vont plus l'aimer. Donc t'as ce genre de passage avec des tournures assez curieuses, on va dire. Mais comme on dit à Bonifacio, ça va se corser. On a un autre passage, les amis, c'est très exactement ce passage-là. Ici, je vous le montre en jaune. Emmanuel Carrère fait la comparaison, on va dire, avec son premier voyage de 2018. Et je vous lis l'entièreté du paragraphe de ce qu'il écrit. Et c'est très intéressant. Et là vraiment, c'est énorme. Emmanuel Carrère écrit... je ne vais pas tout lire en Lucchini, ça va. Pour ma part, je n'ai rien vu d'aussi shakespearien. Il semblait relativement inchangé, si ce n'est qu'il s'est visiblement mis à la musculation, et que dans un t-shirt noir moulant, sa tenue dans l'avion, il affichait des biceps impressionnants qu'il ne se contentait pas de montrer, mais qu'il massait avec une satisfaction visible. Voilà, le journalisme en 2025. Emmanuel Carrère a dit les biceps de Macron. Et là, c'est énorme. 7 ans qu'ils nous interdisent de parler des protubérances de Brigitte, alors que les biceps de Macron, on se les masse devant les journalistes. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est évidemment pas contre Emmanuel Carrère, les amis, parce que je l'aime plutôt bien en tant qu'écrivain. Donc vraiment, je juge le travail journalistique qu'il fait ici. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils ont avec les biceps de Macron? Déjà, la photo assurément photoshopée. Hein. Vous vous rappelez quand il faisait de la boxe, là? Tu sais, à l'école Adrien Quatennens, comme ça, de Roubaix, là. Tu te dis, mais attends, bon, d'accord, t'as une mise en scène, t'as un culte du chef, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on nous envoie des journalistes, enfin un écrivain plutôt connu, quand même, c'est pas une pompe à vélo, quoi. Je veux dire, c'est pas Marlène Schiappa, le type. Et le mec nous fait un demi-paragraphe sur les biceps de Macron. Mais c'est au bout d'un moment, faut finir le boulot, tu vois. Ça me fait penser à la scène de Clavier, tu sais, avec dans les Bronzés font du ski, avec le cochon, là, il s'appelle comment? Copain? Bah, copain comme cochon. Et tu sais que t'as les pauvres gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais bouffez-le! Mais bouffez-le! Mais t'as envie de dire ça aux journalistes qui sont avec Macron, tu sais, ils font tout pour faire une propagande, un culte du chef extraordinaire, avec des tournures, au bout d'un moment, tu dis, mais sucez-le! Mais sucez-le! Tu vois, ça devient insupportable, quoi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de faire un reportage et ils te disent les biceps. Ils se massent les biceps. Mais c'est délirant. Et Emmanuel Carrère, il te relève ça normal. Mais vraiment normal, tu vois. Et on s'est tellement habitué à ce genre d'errance médiatique, en vérité. Je fais des blagues là-dessus, mais c'est grave. Ça dit quelque chose de grave. Qui plus est dans un média britannique. C'est-à-dire que nous, en France, on sait très bien qu'on est dirigé par des tarés. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus vraiment de mystère là-dessus. Ce genre de comportement journalistique où tu commences à mettre en avant les biceps de ton leader suprême, même en Corée du Nord, ils trouvent ça abusé. Vraiment. Faut se remettre dans un rapport au réel, si tu veux. On a fait des grandes leçons aux Russes depuis des décennies en disant ouais, le culte de Poutine qui monte des ours. Bon, bah nous, on a le culte de Macron qui monte ses ministres. C'est quoi la diff, en fait? Et qu'est-ce qu'on a à reprocher aux Russes, en vérité, aujourd'hui? Et maintenant, non content d'avoir saboté les médias français, mainstream, j'entends, non content d'avoir saboté les médias, on va chez les médias étrangers pour raconter nos délires, tu vois. Donc t'as un cousin du Guardian qui doit s'appeler John McIntosh, et yeah, je voudrais une enquête sur le dictature de la France. Yeah. Est-ce que you have a French writer who is a suspect of la Cour de France? On voudrait un esclave pour écrire ça, yes. Et parler du biceps. C'est quoi cette histoire? Ça s'arrête où maintenant?
C'est quoi la prochaine étape? Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce que je vous parle de ça. Mais on est dans la première partie de l'article. On est qu'au tout début de l'article. Et t'as un autre passage. Alors je vous passe parce qu'il y a vraiment plein de petites phrases à droite à gauche qui sont assez rigolotes, on va dire. Mais il y a un passage où vraiment, je vais vous le lire en entier, les amis, sans rien vous dire. Parce que franchement, mais j'ai décollé la peinture, j'ai décollé la tapisserie, comme on dit. J'ai lu le truc, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça y est, on a fendu les plombs. Je vais vous lire un passage qui parle d'Emmanuel Macron. Voilà. D'ailleurs, c'est le tout dernier paragraphe. C'est celui-ci. Je vous lis le passage. Alors, il y en a un autre sur un t-shirt, hein, l'histoire de t-shirt avec une chouette. Rappelez-vous une vidéo que Macron a fait pendant le Covid. Il avait un t-shirt noir avec une espèce de chouette blanche. Il a toujours ce t-shirt. Beaucoup avaient vu un lien avec le logo du Bohemian Club. Hein. Si ça vous intéresse, on pourra développer là-dessus juste après. Il n'y a pas de souci, vous me dites dans le chat. Mais il y a vraiment un passage qui a retenu mon attention. Et tu te dis, putain, mais où est-ce qu'on en est, quoi? Où est-ce qu'on en est? Alors, je ne feins pas de découvrir tout ça, on est d'accord, hein. C'est un millefeuille de scandale, c'est un millefeuille de propagande médiatique. Mais j'ai à chaque fois l'impression qu'on repousse des limites. Je vous lis le dernier paragraphe de l'article. Mais ce qui m'a le plus frappé, donc Carrère a écrit à la première personne, hein, c'est ce qu'il a dit avec une force soudaine à propos des ados et des adolescentes. Je ne me souviens plus comment on en est arrivé là. Citation de Macron. Je n'ai jamais été un adolescent. Je n'aime pas les adolescents. Je ne les comprends pas. Entre crochets, c'est rare que Macron dise qu'il ne comprend pas quelque chose. Reprise de la citation. Ma femme les comprend. Je me suis dit, là c'est Carrère qui parle, il était adolescent quand ils se sont rencontrés, et peut-être que si elle n'avait pas compris les adolescents, il ne serait pas dans son avion de promotion aujourd'hui avec sa petite chouette de Minerve gravée sur son t-shirt noir de bodybuilder. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vraiment, les amis, cette phrase est une phrase de demeurer. Alors, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas parler au nom de qualité que je n'ai pas. C'est un avis de citoyen, si vous voulez, en réaction à cette simple phrase que je trouve mais sidérante. Je veux dire, imaginez quelqu'un dans la vraie vie qui vous dit ça. Qui vous dit « je n'ai jamais été adolescent ». Déjà, ça relève une personnalité assez curieuse, on va dire. Personne n'est jamais adolescent. Soit t'es né adulte et ça n'existe pas, ou alors Benjamin Button, mais c'est un film en fait. Soit t'es toujours resté un enfant. Et donc, l'interprétation même de cette phrase de Macron, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et Carrère te la relate parce qu'on est tellement habitué à ce genre de dinguerie qu'on ne se rend plus compte du problème. Moi, je veux bien qu'on ait mis des branlées à Biden pendant des mois, pour ne pas dire des années, en disant Biden n'a plus la pleine possession de ses moyens intellectuels. Mais qu'est-ce qu'on doit dire de Macron? Qu'est-ce qu'on doit dire de quelqu'un qui dit, d'après les propos d'Emmanuel Carrère, hein, que Carrère soit attaqué en diffamation si c'est pas vrai? Quelqu'un qui vous dit, qui plus est un président de la République, « je n'ai jamais été un adolescent », il y a deux possibilités d'interpréter cette phrase. Soit cet homme est un adulte permanent, donc sa relation avec Brigitte Macron, on la comprend mieux. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a été complètement cadenassé intellectuellement, à qui on a fait croire qu'il était un adulte depuis le début, et donc on comprend qu'il était détourné sexuellement par sa gonzesse d'aujourd'hui. C'est la première interprétation. La deuxième, c'est qu'Emmanuel Macron avoue qu'il est toujours un enfant. Si vous n'avez jamais été un adolescent, c'est le point de passage entre les deux. Donc c'est l'un ou l'autre dans ce cas-là. Ça veut dire que Macron nous dit comme ça qu'il est un enfant, qu'il a une psychologie d'enfant. Et donc, je suis sidéré par cette phrase qui est sortie par un journaliste de cours, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Je le redis, au-delà de l'appréciation que j'ai pour l'écrivain, là, c'est du journalisme de cours. Je veux dire, les pires dictatures de ce monde n'ont rien à nous envier en termes de dictature, de médias de cours, hein, de propagande. Je ne parle pas du reste. Je parle vraiment du traitement médiatique du pouvoir en place. Je pense qu'on n'a aucune leçon désormais à donner à bien des pays. Tu vois. Et donc, Emmanuel Macron te dit ça normal, et nous, on le maintient aux manettes. Avec des petits jeux de « ouais, mais en fait, le 10 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais peut-être que le problème, c'est ça. Ouais, mais Marine Le Pen. Ouais, mais Mélenchon. » Mais attendez, on a un taré au pouvoir. C'est acté, en fait. Et le problème, c'est vraiment de savoir, en fait, tel parti, tel nombre de voix aux législatives. C'est délirant. C'est délirant.
Et vraiment, je suis, mais j'ai été effrayé par cette phrase qui veut dire, enfin, qui peut être interprétée par seulement deux manières différentes, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Nous avons un taré aux manettes et on s'accroche au prochain scandale, on s'accroche aux révélations. Tu vois, là, on va y venir tout à l'heure sur le volet américain. Je vois des gens qui se remettent dans le wagon Candace Owens en mode ça y est, on va voir ce qu'on va voir. Mais attendez, mais parce que vous avez besoin de ça? Parce que vous avez besoin de ça pour savoir que ce couple est instable et que nous avons des tarés qui gèrent la France. On remet le couvert sur l'histoire Candace Owens pour redonner du temps à ce pouvoir en place. Bah, c'est délirant, c'est délirant. Donc, j'ai vu dans le chat, effectivement, c'est une belle phrase qui est plus que jamais dans le contexte. C'est le petit go qui nous dit « Malheur au royaume dont le roi est un enfant », évidemment. Phrase issue de la Bible, si je dis pas de conneries. Très belle phrase. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, je veux dire, vous avez quelqu'un qui asperge ses collaborateurs de parfum pour laisser sa trace. Vous avez quelqu'un qui a une boîte de lunettes volontairement dégueulasses pour les poser sur la tête de ses interlocuteurs lorsqu'il est sur la terrasse de son bureau à l'Élysée. Tout ça pour humilier ses collaborateurs. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous, on est là en attendant de Candace Owens, le salut de la France, de dire « Ah ouais, elle va nous dire que Macron est teubé, Macron est taré, elle va nous le dire enfin, tu vois ?» C'est complètement fou, c'est complètement fou. Donc, on a l'impression, si vous voulez, que tout ça n'est pas nouveau, évidemment, mais on l'a normalisé. Qu'on le veuille ou non, on l'a normalisé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose, les amis, et c'est pas facile à reconnaître, et j'en conviens, mais on a beau faire les malins, et je me mets dans le lot, hein, en faisant le travail que je fais devant vous aujourd'hui, je me mets dans le lot. On a beau faire les malins en disant « Ouais, vous avez vu, Macron, il est fou, nous, on le sait, ça fait longtemps qu'on le dit. » Oui, mais ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on fait rien. Donc en vérité, ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça fait longtemps qu'on souffle dans le cul d'un chien, pour paraphraser Cyril Hanouna. Au fond, on est toujours suspendu au nouveau scandale qui viendra valider ce qu'on sait déjà. Dire, moi, des gens qui m'expliquent que ce sont des gens éveillés, qui savent tout sur Macron, et qui ont compris que Macron est un taré. Et ces gens-là qui te disent « On va voir les prochaines révélations de Candace Owens », je suis désolé, mais les plus fous dans l'histoire, c'est vous, c'est pas Macron. Ce sont des gens qui attendent des nouvelles preuves de ce qu'on sait déjà. Quand j'ai soif, je bois de l'eau, j'attends pas une vidéo de Candace Owens pour me l'expliquer, si tu veux. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. D'une certaine manière, de remettre notre salut entre des mains qui ne sont jamais les nôtres. Et de remettre notre salut en des déclarations qui ne dépendent plus de nous. Tout ça ne dépend pas de nous. C'est toujours à l'autre de faire la révélation. On y reviendra tout à l'heure et je vais sûrement radoter sur ce point-là. Mais si Candace Owens vous apporte la preuve parfaite que Brigitte Macron est une femme, ça va changer quoi à l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez franchement que depuis 2017, le couple Macron est au pouvoir et que si Candace Owens fait le boulot, tous les médias vont dire « Ah ouais, putain, on n'avait pas vu, bon allez, on les dégage de l'Élysée » Vous pensez franchement ça? Je pense qu'on n'est pas sérieux. Alors, on y va les amis, parce que vous avez vu, on a fait la transition. Hein. On a fait la transition, sans mauvais jeu de mots. Énorme. On a fait la transition. On va aller vers le sujet Brigitte Macron, États-Unis, affaire Epstein. On va tout mettre dans la panière parce que c'est vraiment la même chose à chaque fois. La même chose que je vous dis à chaque fois sur ça. On va parler de ces sujets-là, direction les États-Unis. On va essayer de faire le clair, les amis. Je prends vos réactions déjà, on papote. C'est pas une séquence arrêtée où je déroule mon truc pendant 30 minutes. Sur ce qui se passe aux États-Unis, j'ai vraiment envie de discuter, d'avoir des sons de cloche différents, les amis. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez intervenir. On papote, je trouve que c'est très important de mettre toutes les idées sur la table, et pas que la mienne, de savoir ce que vous en pensez, pour avoir des sons de cloche là-dessus, sur ce qui se passe aux États-Unis, et beaucoup de choses se passent. Alors, dites-moi déjà ce que vous en pensez sur Candace Owens, le retour de l'affaire Brigitte Macron. Donc en quelques mots, je rappelle, une plainte aurait été déposée par le couple Macron contre Candace Owens pour des faits de harcèlement par rapport à la fameuse rumeur de transgenrisme ou transsexualité ou je ne sais quoi. Une plainte aurait été déposée, ça relance l'affaire. Je prends des messages déjà là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, les copains. Marcel Zero qui nous dit ça engage des procès importants. Hot Timine qui dit c'est pas une question de puissance de feu médiatique, point d'interrogation. Olivier Mars 13, usurpation d'identité, faux et usage de faux, usage de fausse qualité, etc. Jean-Michel risque la prison et je l'espère. Alors là-dessus, ce que je vais essayer de vous répondre aussi point par point. Là-dessus, je suis désolé les copains, mais je n'y crois pas une seule seconde.
Je n'y crois pas une seule seconde. Arrêtez de vous accrocher à des motifs bidons. Mais vous croyez franchement qu'on va faire tomber Brigitte Macron pour usurpation d'identité? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla? Il y avait usurpation de fonction. L'affaire Benalla, c'était peut-être la mise en lumière de l'existence d'une milice au sein même de l'Élysée, d'une milice illégale et non déclarée au sein de l'Élysée. Juan Branco l'a plusieurs fois évoqué en ces termes. Il s'est passé quoi? Il s'est passé rien. Donc, si vous voulez, de manière peut-être trop terre à terre, au bout d'un moment, on ne peut pas condamner quelque chose et applaudir son contraire. Quand on fait le constat de ce que la justice française est devenue, une justice aux ordres, une justice dépendante, qui fait la chasse à des opposants, quand on fait ce constat-là d'un côté, on ne peut pas faire l'autre constat de l'autre côté, de dire « ça y est, Candace Owen va révéler des trucs, Brigitte Macron va être poursuivie ». Ça ne peut pas fonctionner, les amis. Et là, on rentre typiquement dans ce que je vous avais dit avec à l'appui de ce bouquin Hypnocratie, c'est qu'à un moment donné, nous devons apprendre à naviguer entre des récits contradictoires, mais nous ne pouvons pas considérer deux récits contradictoires comme vrais. Sinon, on va devenir fou. Sinon, on va devenir complètement taré. Et moi, ce qui me pose problème, ce sont les gens qui sont éveillés, qui ont tout compris à Macron, qui ont tout compris ce que les autres n'ont pas compris, qui te disent la justice française est pourrie, mais Candace Owens va réussir à mettre Brigitte Macron en prison. Mais ça ne tient pas la route. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. On ne peut pas dire d'un côté le feu ça brûle, mais je vais y laisser ma main. C'est pas possible. Et c'est ça qui me fait peur, les amis. Sur des sujets de plus en plus nombreux, on commence à se leurrer nous-mêmes. On commence à se leurrer nous-mêmes et à se raconter des histoires énormes. Je veux dire, Alexandre Jardin, je vous en parlerai un peu plus en détail parce que ça ne le mérite même pas. Mais à votre avis, pourquoi il est jamais venu sur Juste Milieu, ce Gugus-là ? Pourquoi, à votre avis? Je l'ai vu parcourir tous les médias alternatifs et aujourd'hui, il se réveille en disant « Ah ben, ce mec-là était macroniste, il était présent à un meeting de En Marche pour faire un discours sur scène. » Et t'as des gens qui te disent aujourd'hui « Ah ben, c'est peut-être un cheval de Troie du système. » Ben, sans déconner. Sans déconner. Le mec a voté successivement Macron, Hidalgo, puis David Linard en 2022. Et aujourd'hui, on se réveille en disant « C'est peut-être un cheval de Troie. » Ben, les amis, franchement... Sans déconner. Et là encore, vous connaissez ma posture, les amis. Mon idée n'est pas de jouer à Nostradamus et de celui qui a raison avant tout le monde. C'est pas du tout ça. Mais juste, quand vous avez quelqu'un qui fait le meeting d'Emmanuel Macron, qui est macroniste de la première heure, ben moi, je me méfie. Je recule d'un pas. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Ce mec-là, il s'est infiltré dans tous les médias alternatifs. Tout le monde l'a invité. Et c'est un putain de Gugus qui vous l'a mis à l'envers. Qui vous l'a mis à l'envers. Il n'y a pas d'autre mot. Et après, quand je dis ça, on vient m'expliquer « Oui, mais Rémi, la confraternité. » Mais si ça vous amuse de vous faire emmancher par confraternité, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais à un moment donné, ça me fait vraiment peur, les amis. Ça me fait vraiment peur parce qu'on se raconte des histoires. De Candace Owens à Alexandre Jardin, je pense sincèrement, et ça n'est que mon avis, comme d'hab, hein, vous faites ce que vous voulez, je vous partage mon point de vue là-dessus, les amis, mais je pense sincèrement qu'on nourrit beaucoup trop d'idées contradictoires. Un ancien macroniste qui fait le discours de Macron, qui après change de crèmerie comme pas possible, qui est passé dans tous les partis, qui est un bourgeois, je veux dire, faut arrêter les conneries. Alexandre Jardin, c'est un bourgeois de ce système bien établi. Le mec déboule, parce qu'il fait une action louable sur les ZFE, on a nourri dans la même idée le fait qu'il puisse être macroniste et un opposant au système. Ah mais attendez, quand même, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, les amis. Et pardon, je le dis avec hargne, hein, parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est pas du tout contre vous, les copains, ni contre quiconque. Mais la seule chose qui me fait peur, c'est que le chemin va être très très long jusqu'à 2027, et on risque de grosses déconvenues si on n'accepte pas, si on n'apprend pas cette vigilance, les amis. Si on ne reste pas sur notre merde, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. Si on ne reste pas vigilant. Même quand il y a des gens qui ont l'air intéressants, quand il y a des hommes providentiels qui ont l'air sexy, qu'on a envie d'y croire. Vraiment, les amis, restons vigilants. Parce que ça va être très très long jusqu'en 2027. À chaque fois qu'on va nous sortir quelqu'un, on va nous l'agiter devant le museau, et ben on va y croire. Parce que oui, on a envie d'y croire, on a envie de trouver de l'espoir. Mais là, c'était gros comme le nez au milieu de la figure. Je suis désolé, Alexandre Jardin, macroniste de la première heure. Dire le mec, si vous regardiez son CV,
Il n'y avait pas de secret, il n'y avait aucun secret. Donc c'est tout ce que je vous dis à chaque fois, les copains. Moi, je ne suis pas devin. J'ai pas raison parce que j'ai une boule de cristal. Je veux juste être vigilant. Et quand il se passe quelque chose de sexy, de trop sexy, c'est précisément ce qui me rend vigilant, les amis. C'est ce qui me donne envie de prendre du recul et de voir un peu ce qu'il y a dans l'envers du décor. C'est l'histoire Epstein-Trump, c'est l'histoire Sarah Knafo, c'est l'histoire aujourd'hui Alexandre Jardin. Je le redis. J'en ai pas parlé publiquement parce que je savais que j'allais me faire tomber dessus par des médias alternatifs qui allaient me dire ouais bon faut être confraternel, faut être confraternel. Bon ben voilà, aujourd'hui les gens sont en train de se réveiller. Est-ce que Alexandre Jardin nous l'a pas mis à l'envers? Le mec il a créé son propre parti, son espèce de parti ou d'association, je sais pas ce que c'est. Son trésorier, c'est un mec du système. C'est un mec du système qui est journaliste sur Radio J et sur je sais plus quel journal politique là. Attendez, je vais vous retrouver l'info. Les premiers mecs qu'il a nommés, c'est des pires types du système. Donc faut arrêter les conneries, il faut arrêter les conneries. Et ça me fait peur parce que il y a plus, si vous voulez, plus l'envie d'avoir de l'espoir est grande, plus le risque de se faire bananer est grand. Et 2027, je crois que on va atteindre des sommets de manipulation parce que justement, on va aller à fond pour jouer, pour instrumentaliser cet espoir des gens. Et ne comptez pas sur moi pour ça. C'est pas que je vais vous rendre malheureux, je vous l'ai dit, je l'ai dit encore hier. Moi, mon objectif, c'est d'essayer d'apporter du bonheur, mais par une autre voie que des promesses bidons. Par une autre voie que de vous agiter des choses en lesquelles je ne crois pas moi-même. J'ai envie d'essayer de distribuer du bonheur avec des choses en lesquelles je crois. Et là, aujourd'hui, quand on pousse du Alexandre Jardin, du Sarah Knafo, du Frontière, du Candace Owens, on va donner des motifs d'espoir qui ne dépendent pas de nous. Et qui sont hautement suspectes. Et c'est ça qui me gonfle. Excusez-moi, je me suis emballé, petit message du cœur. Je reprends vos messages. Mon Marcel The Rock qui dit il y a eu des morts très suspectes. Par rapport à quoi, camarade? Explique-moi pourquoi tu me dis ça, que je le remette dans le contexte de ce que tu veux dire. Vosgos qui dit on est tous du système dans la mesure où on le nourrit par notre consommation et l'emploi de ses produits. Complètement d'accord, camarade, mais je crois pas que ce soit le sujet. Là, en l'occurrence, tu parles d'un système économique. Moi, je parle d'un système médiatico-politique. Kunjun73 qui dit bah de toute façon c'est un psychopathe et comme certains il est bien malin. Ça tombe quand même bien cette Candace Owen qui se met en avant à chaque fois que c'est la merde en France. Anarchy08, tu penses que les médias alternatifs vont aggraver la situation politique? Alors sur les médias alternatifs les amis, je veux pas remettre une pièce dans le jukebox parce que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. J'ai pris plusieurs positions déjà là-dessus. Chez Idriss Aberkan, dans le Juste Bistrot plusieurs fois, vous le savez. Je veux pas insister à chaque fois pour passer pour le relou de l'équipe. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, plein de fois ce que je pensais. Je vous le dis parce que tu me poses la question, je vais te répondre. Je pense que oui, le système médiatico-politique a compris que de plus en plus de citoyens se détournent du discours dominant pour trouver justement de l'espoir ailleurs, y compris dans la sphère alternative, et que pour moi, l'enjeu de la campagne présidentielle 2027 va se jouer sur le terrain de l'alternatif. Donc c'est pour ça que l'on voit fleurir, et je le redis, je ne critique pas le travail de ces gens-là, je ne critique pas la qualité de ces gens-là, je mets juste en avant l'aspect suspect de la création de ces médias alternatifs qui en 2 ans ont atteint une taille très importante. Je pense à Toxin, je pense à Omerta, je pense à Frontière notamment. C'est super leur boulot, il en faut pour tous les goûts et c'est très bien. Mais, et surtout Frontière, que je distingue des autres, surtout Frontière, c'est un cheval de Troie du système, que les choses soient claires. Vous voyez quelqu'un comme Éric Tegner, moi je ne comprends même pas en fait que les gens qui... Sur l'épisode Nicolas Quipé, je vous refais l'histoire rapidos. Nicolas Quipé, donc ce mouvement, vous avez vu, du contribuable français qui en a marre, machin bidule. Le truc prend sur les réseaux sociaux. Éric Tegner, le patron de Frontière, a essayé de déposer la marque. Le mec s'est précipité pour faire du pognon sur le dos du mouvement Nicolas Quipé. Précisément un mouvement qui dénonce ces gens qui gobent le pognon des Français. Mais je ne comprends même pas comment Frontière n'a pas fermé ses portes. Je veux dire, c'est une démonstration parfaite. C'est une démonstration parfaite de la façon avec laquelle ils vont enrhumer les gens. Et si ça ne suffisait pas, Frontière a annoncé le lancement d'une cagnotte pour ouvrir un studio de radio. Ils ont demandé 100 000 balles, quelque chose comme ça.
Je le redis, c'est pas par rapport aux idées, c'est par rapport à ça, je m'en fous. C'est juste la façon de faire. Si l'épisode Nicolas Quipé ne vous suffit pas, Frontière a fait une cagnotte pour 100 000 balles, sachant que les travaux ont déjà été engagés. Je sais pas comment ils ont fait pour payer des travaux sans avoir l'argent. Moi, sincèrement, si je fais une cagnotte pour demander 100 000 balles, c'est que je les ai pas au départ. Et en plus, Frontière met en avant le côté vous êtes défiscalisé à 66%. Mais quand vous êtes défiscalisé sur des dons, c'est Nicolas qui paie ou c'est ma grand-mère? Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui, structurellement, est un foutage de gueule. Structurellement, est un cheval de Troie qui prend ses auditeurs pour des abrutis, mais de manière factuelle, de manière évidente. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'une fois de plus, on joue sur l'espoir des gens. Parce que les idées, les machins, je m'en fous complètement. C'est pas du tout ça le problème. J'en ai rien à foutre. Chacun a ses idées, je m'en fous. Blast, je leur ai mis un tir sur les subventions publiques. Donc c'est pas une question d'idées. Que le débat soit tous les partis, toutes les idées, ok, c'est super. Ceci dit, Frontière joue avec l'espoir des gens. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui en ont marre de l'immigration, qui en ont marre de la mauvaise utilisation de l'argent public, donc ils se tournent vers Frontière, qui se positionne à ce rond-point, on va dire, idéologique, et qui en plus le met à l'envers à ces gens-là, qui instrumentalisent l'espoir de ces gens-là. Moi, je suis désolé, je ne comprends pas comment Frontière n'a pas encore fermé ses portes. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Et ça me rend fou. Alors que dans la même idée, sur le même secteur idéologique, il y a plein de gens qui font un super boulot. Et je ne doute pas de la sincérité de plein d'intervenants chez Frontière. Mais leurs façons de faire sont des façons de faire de salauds. Je suis désolé. Ils se foutent de la gueule du monde. Mais après, si ça fait plaisir aux spectateurs de Frontière de se faire enfler de manière aussi évidente au motif de « ouais, mais au moins, eux, ils disent que les Arabes, c'est pas bien », après, voilà, moi je respecte l'intelligence des spectateurs et des citoyens, c'est leur consentement, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais au bout d'un moment, je trouve ça sidérant, si vous voulez. Donc tout ça pour dire que, pour répondre à la question, pardon, évidemment que 2027, il va y avoir un enjeu monstrueux sur les médias alternatifs. Et moi, franchement, cette question me taraude, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, vous le savez. Plus le temps passe, moins j'ai envie de me revendiquer comme média alternatif. Parce que ça veut tout dire et rien dire maintenant. C'est une appellation qui n'a plus de sens et je ne veux pas être rangé dans la même équipe que des gens comme Frontière, que je tiens en très basse estime. Notamment Éric Tegner, que je qualifie ouvertement de salaud, qu'il m'attaque en justice évidemment sans problème. On parle de quelqu'un qui a une plainte pour agression sexuelle et harcèlement quand même, au cul, hein, donc, et qui n'a toujours pas attaqué en justice pour diffamation. Donc moi je veux bien qu'on dénonce la racaille à longueur de journée. Faudrait voir déjà quelles sont tes méthodes en coulisses. Donc, moi aujourd'hui, plus le temps passe, moins j'ai envie que Juste Milieu soit considéré comme média alternatif. Je préfère qu'on soit le fou du bus que des gens qui se tiennent à carreau en pouvant pas se blairer. Et moi, je suis désolé, on l'a redit, je l'ai redit, on en a parlé suite au débat chez Idrissa Berkane, je ne vois pas pourquoi j'aurais de confraternité avec le monde des médias alternatifs. Je suis désolé, déjà... Média alternatif, c'est pas un métier, donc il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas d'obligation de fraternité. Et je pense également que la confraternité est un piège. Et que si on ne reste pas lucide pour discuter les uns des autres, pour débattre de nos différences les uns avec les autres, ce qu'on a fait avec Idrissa Berkane, et je le remercie une fois de plus, ce qui était la démonstration de ce que je vous dis, pour moi, on a eu un débat qui était sain, qui était intelligent, qui était respectueux. On n'était pas du tout d'accord, mais je ne l'ai pas fait par confraternité. Je l'ai fait parce que j'aime le travail d'Idrissa Berkane, j'apprécie sa démarche, je suis toujours très heureux d'aller chez lui, mais pour moi, il n'y a pas de confraternité, il n'y a pas besoin de mettre un mot, ce même mot qui d'ailleurs nous obligerait à se taire les uns sur les autres. C'est ce qui a créé l'omerta du Covid entre les médecins, parce que là, il y avait une confraternité pour le coup. Donc, moi, je suis désolé, plus ça va, moins j'ai envie d'être rangé dans les médias alternatifs. C'est pas ça. Pour moi, l'alternative, c'est pas Frontière, c'est pas ça. C'est pas pour ça que je fais ça. Donc, petit à petit, je préfère que Juste Milieu soit considéré comme un ovni, comme un inclassable, comme le fou du bus, vous mettez ce que vous voulez, d'un mec qui prétend faire des analyses géopolitiques et qui fait des blagues sur scène, ça me va très bien. Ne me prenez pas au sérieux, ça me va très bien. Tant que je reste droit dans mes bottes et que je défends ce en quoi je crois, pas de problème. Prenez-moi pour le fou du bus, ça me va très très bien. Parce que, soit dit en passant, c'est aussi ça l'indépendance. L'indépendance, c'est refuser toute forme de case, y compris avec des copains. Sinon, l'indépendance, c'est de la guignolerie. Donc, bon, voilà.
Je prends vos messages. Il y a Métanimer qui dit sauf que tu te classes de plus en plus proche du mainstream. Tu vas pas dans l'inclassable. Alors par rapport à quoi, dis-moi camarade? Par rapport à quoi tu trouves que je me rapproche du mainstream, mon papote? Anarchy08, une autre question. Est-ce que tu penses que le gouvernement va pousser la période de réserve médiatique auprès des médias alternatifs et pousser ces derniers à recevoir des personnalités issues du système? On verra. Ça, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Enfin, seuls les médias alternatifs qui le veulent bien le feront. Hein, donc ça, je sais pas. Glidat, à force de critiquer tout et tout le monde, pourquoi les citoyens vont-ils se bouger le cul pour la France? Il n'y a aucune raison, les relations de confiance ont été flinguées par beaucoup de manipulateurs. Stealth 5, c'est cool, tu m'as répondu indirectement, merci, écoute avec plaisir. Baldacat, prenez-moi juste pour un humoriste complotiste d'extrême droite. Ah, ça c'est Julien Pain, Intomac, j'apprécie beaucoup ta vision des choses, merci camarade, merci beaucoup. Melricu, les médias alternatifs c'est fini, il en reste que quelques-uns libres et indépendants. Romain Durif, on peut dire que t'es ni gauche ni droite, donc centriste. Mais si tu veux, mais si vous voulez les amis, mettez-vous où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, je respecte votre point de vue. Mais moi, je veux pas avoir de cas, je m'en cire complètement. Si vous pensez que ne pas être à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, c'est être macroniste, si vous voulez. Je crois que mon travail parle pour moi. Et aujourd'hui, je commence modestement, mais à avoir mes petites médailles de mes petits combats. Quand on écrit un bouquin qui s'appelle Emmanuel Macron est-il fasciste, je suis pas certain que ce soit la meilleure manière de sucer Macron, si tu veux. Je suis vraiment pas persuadé, mais pourquoi pas. Isaac 09919 qui dit: tu penses et places ton analyse sur Frontières comme si les électeurs étaient des idolâtres qui placent un espoir de vérité absolue et savent tout de tout sur les journalistes. Non, loin de là, ils ont juste un média qui dit ce qu'ils subissent et en pensent depuis X années. Rien de plus, rien de moins. Ça fait bien longtemps que les Français ne croient plus en rien. Et surtout, dans la politique, beaucoup votent par défaut. Ils subissent juste et attendent le déluge. Alors, c'est intéressant et c'est là où je pense... qu'on sera peut-être pas d'accord, c'est que Frontières fait le même constat que le Rassemblement National depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, à un moment donné, Frontières, puis après, il faut arrêter de parler d'eux, parce que ça tourne à l'acharnement volontaire, parce que de toute façon, Tegner, je peux pas le blairer, mais dans l'équipe de Frontières, il y a des gens tout à fait sympathiques et qui font un travail très bien, donc j'ai pas envie non plus de tirer à excès. Mais après, je respecte ton point de vue, Isaac 09919. Si tu veux, moi, je ne critique pas les spectateurs, comme je l'ai dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de suivre les médias qu'il veut. Je dis juste que interrogez-vous à savoir ce qu'il y a derrière Frontières. Si c'était un média venant du peuple, un média alternatif, vraiment alternatif, peut-être même dissident, on met les termes qu'on veut, il n'y aurait pas ça derrière. Je rappelle que Frontières est détenu à 20% par un député RN. Géraud Verny en l'occurrence. Je rappelle que Frontières, qui est un média qui parle de la souveraineté de la France, de l'indépendance de la France, a fait une levée de fonds en Grande-Bretagne avec des investisseurs encore inconnus aujourd'hui et impossibles à connaître. Il y a un manque de transparence totale. Donc quand on fait des grandes leçons, de transparence sur comment on dépense l'argent des Français, je trouve que le minimum, c'est de balayer devant sa porte. Après, c'est mon point de vue. Et comme dit, ça n'a rien à voir avec les idées et la façon avec laquelle les gens les reçoivent. C'est pas ça le sujet. Les gens, comme je l'ai dit, il y a une envie d'autre chose, il y a une envie d'espoir dans ce pays, je l'entends bien. Et il y a des millions de Français qui vont chercher cet espoir dans des camps idéologiques différents. Mais je dis juste que, pour moi, Frontières est une escroquerie parce que, justement, ils instrumentalisent cet espoir des gens. Et en plus, quand tu joues la carte, nous, on défend l'argent des Français, machin bidule, et que tu te dépêche de poser la marque Nicolas Quipé, c'est un symbole. Alors il y a Métanimer qui répond, qui dit: comme les médias mainstream, tu refuses de parler des problèmes que l'on vit tous les jours, car ça te tâcherait trop, et tu nous parles des riches, tu nous parles des politiciens en nous disant qu'ils mentent sans rire, Sherlock, et puis visiblement c'est très orienté. Cotino, tu en as parlé 2 jours, tu nous as fatigué 3 mois avec Sarah Knafo, dont tout le monde se fout à part grand maximum 7% des gens. Mais là où je te suis pas, c'est quand tu sous-entends qu'il ne faut pas parler de l'insécurité. Alors, je vais prendre ton message dans l'ordre, cher ami, parce que ça permet, tu vois, justement de créer le débat. Donc, je te remercie. Et ce qui est chouette, c'est que je suis d'accord avec rien dans ton message, ce qui est assez rare. Mais c'est l'idée du débat. N'hésite pas à venir sur le Discord si tu veux qu'on en parle de vive voix avec grand plaisir. Alors, je vais te répondre point par point. Et puis c'est chouette, c'est le débat. Tu refuses de parler des problèmes que l'on vit tous les jours car ça te tâcherait trop. Alors de quoi tu parles? Je devine quand tu me parles d'insécurité à la fin que t'aimerais que je parle des migrants, de l'insécurité, des Arabes. Je peux effectivement. Il me semble pas en avoir jamais parlé.
Maintenant, est-ce que tu aimerais que j'en parle comme je le fais quand il y a des drames, quand il y a des cas de violence? Je l'ai déjà évoqué en 3 ans de Juste Bistrot, ça m'étonnerait de l'avoir jamais fait. Est-ce que tu aimerais que j'en parle ou est-ce que tu aimerais que j'en parle en accusant les Arabes? C'est juste la nuance en fait à apporter, pour savoir en fait ce que tu souhaiterais que je fasse. Ensuite, quand tu me dis visiblement c'est très orienté, Cotino, tu en as parlé 2 jours, tu nous as fatigué 3 mois avec Sarah Knafo. Alors, je me permets de m'inscrire en faux sur ton propos, par contre je suis désolé, mais mettre en doute mon engagement contre la pédocriminalité, je trouve ça osé, voire malhonnête. Mais c'est ton point de vue et je le respecte. Je te mets au défi de trouver une chaîne de médias alternatifs ou mainstream qui a autant parlé de sujets liés à la pédocriminalité. Alors je me range dans les pas de gens qui sont pour moi des lanceurs d'alerte de haut niveau. Je pense à Alexandre Le Breton, je pense à des gens comme Carl Zéro qui font un énorme boulot aussi là-dessus, même sur le terrain associatif avec les Mamans Louves, avec beaucoup d'associations qui luttent contre la pédocriminalité. Donc je me range modestement derrière eux comme j'ai toujours fait, mais je te mets quand même au défi de trouver une chaîne de médias alternatifs qui en a fait autant. Donc mettre en doute mon engagement là-dessus, de dire que Cotino, je suis passé vite dessus... honnêtement, je trouve ça peut-être un poil malhonnête, mais c'est ton point de vue et je le respecte. Et ensuite, Sarah Knafo, là pour le coup, tu vois, si, il y a au moins un truc, je suis d'accord avec toi, peut-être que j'en ai trop parlé et que, effectivement, Sarah Knafo est une escroquerie qui mériterait sa place dans les poubelles de la politique française. C'est vrai, c'est juste, tu as raison, j'ai peut-être donné trop d'importance à ça. Là, je suis complètement d'accord en revanche. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions, mais c'est chouette. Hein. Alors Métanimer qui dit justement, voilà, donc maintenant tu sous-entends que je veux que tu parles des Arabes ad hominem en me traitant de raciste. On peut discuter, mais ça me dit pas malhonnête avec ce genre de sous-entendu. Attends, frérot, détends-toi par contre. Frérot, là, je veux dire, c'est quoi cette histoire en te traitant de raciste? Mais t'as rêvé, mon pauvre ami, à quelle heure j'ai dit ça? Là par contre, enfin, franchement... c'est pénible en fait. À quel moment je t'ai dit ça? À quel moment je t'ai dit ça? C'est quoi cette victimisation? C'est quoi cette façon de faire? Je veux dire, détends-toi, camarade. Vraiment, détends-toi. Tu sais, on peut être en désaccord sans que tu me prêtes des accusations qui n'existent pas. Vraiment. Je n'ai absolument jamais dit ça. Ensuite, sur le reste, non, mais en fait, je prends le temps de te répondre. Je prends le temps d'essayer d'être sympa et tout. Métanimer. Alors, Métanimer qui répond, à aucun moment j'ai parlé d'arabe. Tu sens que j'ai envie que tu parles d'arabe, je mens. Mais écoute ce que je dis. Je t'assure que c'est accessible. Vraiment, c'est accessible. J'ai précisé que je te posais la question de savoir comment tu voudrais que je parle de l'insécurité. Est-ce que c'est d'en parler en disant il y a des problèmes d'insécurité en France, ce que je t'ai dit avoir, je pense, déjà fait, ou est-ce que t'aimerais que j'en parle en disant c'est la faute des Arabes? Je t'ai donné le choix, je ne t'ai prêté aucune intention. Je dis juste, de cette manière-là, je dis juste que parfois il y a des gens en tendance extrême droite, je te connais pas, donc je te prête rien, je te prête aucune idée, je te connais pas, cher ami. Je dis juste que parfois il y a des gens de cette tendance droite, extrême droite, qui considère que l'insécurité, il faut en parler, quand ça permet de mettre une balle sur l'immigration. C'est juste ça que je dis, camarade. C'est juste ça. Je ne t'ai prêté aucune intention. Je ne t'ai pas traité de raciste. Ça, par contre, c'est une accusation de ta part. C'est pas très juste. Je prends le temps de te répondre calmement et tout à fait tranquillement. On peut débattre. Je veux dire, on peut débattre sans que tu t'inventes une victimisation à 2 balles. Vraiment. Vraiment, je t'assure. Je t'assure. Il y a mon Isaac 09919 qui répond à tout à l'heure, qui dit oui, tu as tout à fait raison, mais juste pour dire, comme je l'ai dit précédemment, tu vois au travers du miroir et tu es très informé, chose que les Français de tous les jours s'en moquent royalement. La vraie question fatidique, vaut-il mieux suivre une fausse opposition qui va nous faire rassembler, ou bien ne rien avoir du tout car ils sont tous corrompus et faux? Comme dirait un pote, si vous voulez une armée d'anges, rendez-vous au paradis. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question, je suis d'accord avec toi. C'est une question qui nous met face à la complexité de la situation. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense que tu connais ma réponse, mais je suis d'accord avec toi, la question est excellente. Snimnard qui dit, mais là, ça marche à tous les coups, il liquide la France sans mettre plein les poches au service de communautés mondialistes et de classes moyennes prolo, s'entre-déchire, peine perdue. Et Baldacat qui dit calmez-vous, c'est presque l'heure de l'apéro. Mais non, mais j'ai été calme. Mais en plus, attends, justement, je pensais avoir été gentil. Enfin, d'habitude, je peux dire ouais, allez vous faire cuire le cul. Bon, là, je suis pas calme. Là, j'ai été calme, j'ai rien dit. Quand je dis rien, on m'invente des trucs. Ça m'embête quand même. Au contraire, j'ai essayé de faire gaffe pour être sympa et ça va quand même pas, quoi. Tout de même. Dis donc.
Donc, on enchaîne un petit peu, les amis. Je continue à prendre vos avis, vos retours. On papote, hein, parce qu'on est parti de ça. On est parti de la situation aux États-Unis. Alors, on a fait le point sur l'histoire Candace Owens. On se l'est évoqué. Ensuite, j'aimerais revenir sur le dossier Trump. Alors, le dossier Trump. Qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus? On va pas radoter parce que j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines même. Et qu'est-ce qu'on a appris? On a d'un côté donc l'affaire Epstein qui s'est accélérée, qui est en train de revenir en plein museau du camp républicain, donc du camp de Donald Trump. Ce camp républicain, ce camp MAGA, qui pour beaucoup se retourne contre Donald Trump parce que les grandes promesses sur l'affaire Epstein n'ont pas été tenues. Je ne vais pas vous refaire le chapitre, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Je pars du principe que vous êtes au courant. Alors il n'y a qu'une Lune 73, on navigue d'un sujet à l'autre, qui dit parfois il y a des petites phrases limite passif-agressives, genre c'est accessible, ça peut vexer les gens, mais c'est le but de vexer les gens. Alors là, oui, je vois que la phrase que j'ai dite tout à l'heure aux camarades qui discutaient dans le chat, quand je dis c'est accessible, c'est évidemment pour être vexant. Mais à un moment donné, quand tu m'attribues une insulte de raciste que je lui aurais dite, ce qui n'est pas vrai, je me permets d'envoyer un petit pic. Je suis pas non plus le paillasson du secteur. Donc c'est-à-dire, tu m'accuses de quelque chose qui n'existe pas, je t'en envoie une petite. Dans les règles de l'art, c'est normal. C'est fair play, en fait. On a eu ce genre de séquence hier, les amis. C'est la vraie vie. Dans la vraie vie, quand on te dit quelque chose de déplaisant, évidemment qu'il faut une réponse proportionnelle. Mais voilà, Métanimer qui dit tu l'as sous-entendu de façon passive-agressive, je confirme. Mais c'était volontairement mon but de te vexer, camarade. Et j'espère que t'es vexé. Parce que tu m'as reproché de t'avoir insulté de raciste, ce qui n'est pas vrai. Donc à un moment donné, on va pas commencer à chier des pendules parce que je t'ai dit c'est accessible, d'une petite vanne. Je te rappelle qu'au départ, tu m'as accusé de t'avoir traité de raciste. Donc détends-toi quand même, on se détend. Je suis pas le paillasson du secteur. Moi, tu m'attribues des choses qui ne me plaisent pas. Mon but, c'est évidemment de te vexer. C'est gagnant-gagnant. C'est le règne du fair play. En amoureux du rugby, c'est pas parce que je suis Twitcher que je dis rien et c'est comme ça, tu vois. Alors, il y a Métanimer qui nous dit, on papote, mais en plus il y a du débat, c'est cool, qui dit, dans la vraie vie, comme tu disais hier, tu vas me dire, t'as envie que je parle d'arabe avec un ton méprisant, pas sûr que tu t'en prennes pas une, même si c'est juste parce que tu me connais pas. Mais j'aurais fait exactement la même chose, camarade. J'aurais fait exactement la même chose. On va pas rentrer dans un concours de tu vas en prendre une. C'est pas ça. Hein. Le but, c'est pas de monter un ring de boxe. Mais je t'aurais dit exactement la même chose. Parce que ce que j'aimerais que tu comprennes, et je le redis, c'est accessible. Et je pense que c'est un peu de la mauvaise foi. Tu as très bien compris ce que je veux dire. Je ne t'ai absolument rien attribué. Je ne t'ai attribué aucune idée ou quoi que ce soit. Je t'ai juste dit que il y a deux possibilités. Souvent, les gens qui se plaignent que... Je parle d'expérience sur des gens sur Juste Milieu qui m'ont dit « Tu parles pas assez d'insécurité ». Il y en a certains, c'était parce qu'ils aiment bien qu'on parle d'insécurité pour pointer du doigt les Arabes. Je dis pas que c'est ton cas. Je dis juste que ces gens-là ne m'intéressent pas et que j'ai pas envie, quand je parle d'insécurité, de faire ce raccourci-là. Mais je ne t'ai rien attribué. Je t'ai dit peut-être que c'est ton cas ou peut-être que toi, tu trouves que je ne parle pas assez d'insécurité, point. Et si tel est ton cas, il n'y a aucun problème. Et tout va bien. Et je comprends ton point de vue et on discute, il n'y a pas de problème. Mais je monte un peu en pression et je t'en ai mis une petite parce que, oui, effectivement, quand tu dis que je t'ai traité de raciste, t'as rêvé, mon pauvre ami. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Tout à fait calmement autour d'un verre, on se rencontre après un spectacle ou dans un bar, je t'aurais dit la même chose, mais en toute détente. Et ça n'empêche pas la belle ambiance, ça n'empêche pas la discussion. Certains reconnaîtront la référence, c'est l'esprit Coubertin. Référence de Dieudonné, bien évidemment. Donc, y a pas de souci, quoi. Vraiment, y a pas de souci. Si tu l'as mal pris, ça tombe bien, c'est le but. Donc tu vois, je vais même pas faire semblant. Et vu vos histoires de passif-agressif, là, on n'est pas dans Psychologie Magazine. Évidemment que c'était mon but de te vexer, évidemment. Mais tu racontes n'importe quoi en disant que je t'ai traité de raciste. C'est juste ça, faut se détendre, les amis. Métanimer qui répond: c'est accessible pourtant de comprendre que ta façon de le dire était peu respectueuse, quand bien même tu en connais qui serait dans ce cas. C'est accessible. Mais je viens de te le dire. C'est tout à fait volontaire. Et puis, ne te cache pas derrière ça. Ne te cache pas derrière ça. En vérité, c'est pas ça le problème. En vérité, le problème, c'est ce que je t'ai dit et t'es monté dans les tours en rêvant que je t'ai traité de raciste. Bref, on va pas passer 3h30 là-dessus. On a débattu calmement. Je trouve ça très chouette. Et je te
remercie. Voilà. On reprend. Donc sur les États-Unis, l'affaire Epstein. Vous avez vu l'affaire Epstein, donc on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et donc, le camp Trump prend un peu tout ça dans le museau, reprend tout ça dans le museau parce que, ils ont promis trop de choses qui n'ont pas été tenues, trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc, même le camp MAGA se retourne. Et là, par le plus grand des hasards, on ne sait pas pourquoi, Trump nous a ressorti le dossier Obama, de ces ingérences russes qui auraient été montées de toutes pièces par les démocrates. Il n'y a absolument aucune nouveauté là-dessus. Je vous montre une petite séquence de Trump pour se faire une idée de ce qu'il a pu révéler. Tac, c'est ça. Avait lu, ce serait le président Obama. Biden était là avec lui, Comey aussi, et Clapper, tout le groupe en faisait partie, dans une pièce. C'était cette pièce-là d'ailleurs. C'est plus beau qu'à l'époque d'ailleurs, mais il y avait des belles photos au mur depuis des centaines d'années. Mais maintenant, la pièce est devenue plus belle. On a la déclaration d'indépendance maintenant, dans la pièce qui n'y était pas. Peut-être que les gens à l'époque n'aimaient pas trop. Mais moi, oui. Mais quand on regarde ces papiers, c'était le président Obama. Ce n'étaient pas des gens autour de lui. Bien sûr, c'était eux aussi. Mais voilà, donc par le plus grand des hasards, Donald Trump, on ne sait pas pourquoi, alors c'est très curieux, Donald Trump qui se prend un retour de flamme sur l'affaire Epstein, qui nous sort un vieux dossier sur Obama, qui nous explique qu'en fait l'affaire Epstein était, je cite, un canular monté par les démocrates. Donc on est vraiment sur une instrumentalisation totale de la pédocriminalité. Et on en est là. On en est là, avec des dossiers sur les liens entre Trump et Epstein qui ressort. Je vous en ai aussi beaucoup parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, aujourd'hui, on en est là. Alors, je vois refleurir plus que jamais le discours de « ouais, c'est le plan ». Donc, bon, aujourd'hui, pour moi, hein, les rois du plan de QAnon, Donald Trump, pour moi, ils sont aussi sérieux que Shirley et Dino. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Et on en est là, un magnifique détournement de l'attention d'un Trump qui a instrumentalisé la pédocriminalité, qui a instrumentalisé l'affaire Epstein, qui a évidemment des liens avec Epstein, à minima des liens d'amitié. Je ne vous parle pas de liens non plus... il n'a pas abusé de gamine du réseau Epstein, jusqu'à preuve du contraire, donc il ne faut pas non plus déconner, mais il y a des liens clairs entre Trump et Epstein, et ça fait 20 ans qu'on le sait, 20 ans que c'est renseigné, et donc on en est là, donc à la fois je voulais faire un point avec vous les amis, mais il n'y a pas grand chose à dire, sincèrement, et je comprends, il faut rester prudent. Je sais que dans le chat du Juste Bistrot, c'est le camarade Anarchy08 par exemple, qui est le roi de la prudence dans le chat, et j'aime beaucoup sa position. Donc je veux m'inspirer d'Anarchy08 sur la prudence à avoir, et que nous ne pouvons jamais être certains de qui a quelle idée en tête. Mais à un moment donné, arrêtons de nous raconter des histoires, d'autant plus qu'on a des révélations qui sortent. Et notamment, celle-là, c'était dans Le Temps du 23 juillet. Je voulais vous lire ça, parce que vraiment, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je vous montre cette enquête du Temps. Regardez, hein, dans l'édition du 23 juillet. Donc je vous lis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité officielle, je vous lis juste ce que révèle Le Temps, et j'ai trouvé ça très intéressant sur les liens Trump-Epstein. Je vous lis, dans les années 80 et 90, les deux hommes étaient très proches. Ils évoluaient dans le même milieu social, où dominaient argent, pouvoir et femmes. Ils étaient tous deux voisins à Palm Beach, ils participaient aux mêmes soirées dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, et dans la prestigieuse bâtisse d'Epstein, dans l'Upper East Side de Manhattan. En 92, un concours de filles de calendrier fut organisé à Mar-a-Lago. Une vingtaine de jeunes filles furent amenées dans la résidence, mais les deux hommes étaient les seuls hôtes présents. Donald Trump voyagea au moins 7 fois entre la Floride et Manhattan à bord du Boeing 727 d'Epstein, qu'il trouvait en 2002 formidable. Les deux hommes, aussi égocentriques l'un que l'autre, se sont très bien connus et côtoyés pendant une quinzaine d'années. Et on a un autre élément
que j'ai trouvé même assez effrayant, très honnêtement. Cet épisode-là, Maria Farmer fut une victime d'Epstein quand elle avait 25 ans. Elle racontait récemment sur CNN qu'elle s'était trouvée dans un bureau d'Epstein à Manhattan. L'endroit était à sa surprise plongé dans l'obscurité. Elle vit soudain apparaître devant elle Donald Trump, mais Epstein se précipita pour avertir ce dernier. « Elle n'est pas pour toi ». Une autre jeune fille qui officiait comme mannequin racontait à plusieurs reprises qu'en 93, elle se promenait sur la 5e avenue de Manhattan avec son petit ami de l'époque, Jeffrey Epstein. Ce dernier lui proposa d'aller rendre visite à son ami à la Trump Tower. Jeffrey parle sans arrêt de Trump, confessa-t-elle, mais à peine présentée au propriétaire des lieux, elle s'est fait peloter par celui qui deviendra des années plus tard président des États-Unis. Donc, on a ce genre de dossiers qui sortent aujourd'hui. Évidemment que c'est pas la vérité absolue, on est d'accord. Mais le même rappel que je vous fais à chaque fois, les amis, pour une simple question de prudence, si ce que je viens de vous lire concernait Joe Biden, comment auriez-vous réagi ? C'est la simple question que je vous pose. Je vous dis pas que c'est la vérité. Je vous dis pas que le temps l'a dit, donc c'est vrai. Je dis juste que même en matière de soupçons médiatiques, si ça avait été quelqu'un du camp démocrate, comment auraient réagi les pro-Trump ? C'est juste cette question-là que je pose. D'être capable de penser contre nous et de se poser les questions. Donc, sur l'affaire Donald Trump, on a eu un premier retournement avec l'histoire Obama et Vlatipa, qu'on n'en parlait plus. Et qui ressort en ce moment, c'est Candace Owens. Candace Owens qui devait faire des grandes révélations. Elle allait tout dire. Le couple Macron allait tomber avec sa série de vidéos. Achetez le livre, regardez les vidéos. Ça y est, c'était sûr, on avait les preuves. Il y a eu mes couilles et elle est de retour dans la salade par le plus grand des hasards au moment où Donald Trump est en difficulté. Mon Dieu, mais quel hasard, quelle surprise. Donc, les amis, sur ça, en fait, je ne fais que commenter comme d'hab. Je vais être dans cette posture de prudence et je sais que pas mal de gens n'aiment pas cette posture-là, préféreraient condamner tel ou tel truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je pense qu'à un moment donné, mon opinion là-dessus, pour être très clair et ne pas être juste dans la prudence, pour vous dire aussi le fond de ma pensée, je crois sincèrement qu'il faut se faire à une réalité qui est difficile, qui est rude, mais qui est que Trump est le visage populiste de l'État profond et que Trump, comme Obama, comme Biden, comme peut-être un jour J.D. Vance et compagnie, ces gens-là sont juste l'incarnation opposée d'une même pièce de théâtre ou de monnaie, vous choisissez, mais d'une même pièce. Et que arrêtons de nous leurrer. Il n'y a pas les gentils Trumpistes contre l'État profond. On l'a bien vu, regardez la posture de l'administration Trump sur le génocide en Palestine. Vous avez quelqu'un qui s'est soumis, qui s'est ouvert à la guerre, des milliards d'armements envoyés en Israël. Donc au bout d'un moment, moi c'est juste ça que j'aimerais mettre sur la table, les amis. Je sais que c'est pas facile, on a envie d'y croire. Franchement, quand Trump est arrivé au pouvoir en 2016, je me suis dit putain, il va se passer quelque chose. Je me suis dit ouais, j'avais envie d'y croire. Quand il est revenu en 2020, je me suis dit, en 2024, pardon, je me suis dit, allez, vas-y, allez, peut-être que effectivement il va se passer quelque chose. Mais au bout d'un moment, vous voyez bien que non, et vous voyez bien que c'est une ritournelle d'une affaire qui succède à une autre affaire, et ainsi de suite. Je vous rappelle que Biden, pendant les 3 dernières années de son mandat de 4 ans, il devait être destitué. Pour des affaires X ou Y, les Républicains nous promettaient de faire la révélation sur son état de santé, de faire la révélation sur les affaires Hunter Biden. Il y a eu bubule. Et aujourd'hui, les démocrates nous ont dit on va faire la vérité sur Trump. Et il y a bubule. Donc, je sais que c'est une posture qui ne pousse pas à l'espoir. Mais moi, aujourd'hui, je ne trouve plus aucune forme d'espoir dans Donald Trump. Et je trouve que tout ce qu'il a fait, en termes de reculade, en termes d'instrumentalisation, de mensonge à ses propres électeurs, pour moi, c'est la marque de l'État profond. Si on veut parler d'État profond, Trump en est la marque. Alors, subsiste un élément qui s'oppose à ce que je vous dis là, et qui reste la principale inconnue que je n'arrive pas à rentrer dans mon logiciel, c'est la tentative d'assassinat. Ça, par contre, il faut reconnaître que Trump serait le nouveau visage de l'État profond, enfin l'un des autres visages de l'État profond, mais ils ont voulu le buter. Et ça, c'est vrai que ça invalide, d'une certaine manière, mon logiciel. Alors, chacun mettra le niveau d'invalidation qu'il veut. Est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ? Est-ce que on laisse la porte ouverte d'un attentat qui aurait pu être instrumentalisé aussi ? Pourquoi pas ?
c'est là où, si tu veux, je bute là-dessus, je le reconnais. Mon logiciel n'est pas parfait, je veux dire, ça se saurait. Donc, je reste prudent là-dessus. Cette histoire d'attentat, j'ai toujours des doutes, mais sur le reste, je pense qu'à un moment donné, voilà, j'ai du mal à continuer à me leurrer. Je prends vos messages. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment très important qu'il y ait d'autres sons de cloche là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas. Elia Nachar, qui dit « Simple, avant l'investiture, il était anti-état profond, puis une fois dans le bureau ovale, c'est plus simple de lui tenailler les parties. Baldacat, la balle était venue de derrière, point d'interrogation. Mithridate, bonnet blanc ou blanc bonnet, comme aux échecs, ils nous font jouer des coups forcés. Cette technique qui laisse à croire à l'adversaire qu'il est libre de ses choix, mais qui l'envoie inexorablement dans le piège tendu. Trois causes, ceux qui confondent Trump et Captain America, le monde n'est pas manichéen. Mechanical qui dit Trump a juste retourné sa veste sous pression. Alors, cet argument, si vous voulez, les amis, l'argument de Trump qui aurait retourné sa veste sous pression, c'est pas que je ne veux pas l'entendre, mais c'est juste que c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que pour moi, pour essayer de voir la validité d'un argument, mais après je donne pas de leçon, vous faites comme vous voulez, pour voir la validité d'un argument, mais de manière générale, qu'on parle de politique américaine ou de n'importe quoi d'autre, je pense qu'il faut poser le même argument, mais depuis la position de quelqu'un d'autre. Tu vois, ça, mais c'est un rapport que j'ai à ça, mais dans ma vie de tous les jours, même dans ma vie personnelle. Tu vois, c'est un truc que je fais même dans ma vie de couple. Tu vois, quand je fais quelque chose, c'est tout con, mais vous allez voir où je vais en venir. Quand je fais quelque chose, par exemple, je sais pas, je suis en soirée, y a une gonzesse qui est pas la mienne, je prends une photo, je me dis tiens, vas-y, je mets ses bras sur l'épaule mon bras sur l'épaule pour la photo. Bah tu vois, dans ma tête, je me dis mais attends, si Madame Milieu fait ça, ça va me faire chier, tu vois. Donc, c'est juste un rapport que j'essaie d'avoir aux choses, quand j'ai une idée, quand j'ai une intention, quand j'ai quelque chose en tête, de me projeter dans ce qu'on pourrait penser depuis un autre point de vue. Est-ce que c'est une voie vers la sagesse? J'en sais rien. Est-ce que c'est stoïcien? J'en sais rien non plus. Mais j'aime bien faire ça, tu vois, pour avoir cette vigilance, cette prudence. C'est une prudence pratique, on va dire. Et je trouve qu'en politique, c'est la même chose. Sur l'argument qui est de dire Trump a peut-être été forcé par l'État profond, peut-être. Mais si on prend cet argument et qu'on le met, par exemple, pour interpréter le wokisme sous les démocrates entre 2020 et 2024, on pourrait dire peut-être qu'ils ont été forcés par l'État profond. Et dans ce cas-là, tu te rends compte, je trouve, de la fragilité de l'argument. C'est que dans ce cas-là, tu as un argument qui est juste une fausse excuse, qui marche pour tout. Parce que dans ce cas-là, toutes les dingueries de tous les présidents américains, on peut dire « Ah ben ils ont été forcés ». Et on déresponsabilise tout le monde dans ce cas-là. Et c'est là où je trouve, à titre personnel, et chacun pense ce qu'il veut, je trouve que l'argument est trop facile. Est-ce qu'on peut considérer que Trump est peut-être un salaud? C'est tout. Est-ce qu'on peut considérer que Trump, il a peut-être instrumentalisé l'espoir de son propre camp qui aujourd'hui se retourne contre lui? Je vous invite à regarder les résultats des sondages aux États-Unis. Alors les sondages, on y croit pas, toujours la prudence, mais je vous assure que y a un véritable retournement de la branche MAGA et dans le camp de Trump. Donc ce que je vous dis là, c'est pas en tant qu'opposant à Trump et fan de Biden, hein, loin de moi l'idée. Hein. Mais bon, c'est ce qui m'interpelle, quoi. Il y a Oh putain, j'y arrive pas. Mechanical qui répond, qui dit « Merci d'avoir bien prononcé et d'avoir répondu. Perso, je suis comme vous, mais ça répond bien aux autres auditeurs dans mon salon. Trop branché BFM, merci, avec plaisir. Merci camarade, et bisous à tout le monde. » Voilà. Igerne 14, quand on s'érige en grand sauveur des Américains et même du monde entier, on ne cède pas aux pressions qu'implique l'arrivée à ce poste. Pour moi, c'est un couard sans humanité. CDM Pew qui dit en résumé Trump est une trompette. Ravnos 32, le prérequis peut-être à cette question, l'État profond est-il uni ou est-il représentatif de l'Amérique donc divisée? Tout à fait, c'est une bonne question, je suis plutôt d'accord avec toi. À la limite, on pourrait renverser la chose et d'imaginer un État profond lui-même scindé entre camps républicains et démocrates. À la limite, pour cartographier le bordel, on va dire, on reste dans la projection hypothétique, mais pourquoi pas. Coops34 qui nous dit ou peut-être que la grille de lecture dont nous disposons est simplement biaisée, nous voyons les choses de façon binaire, peut-être que juste on comprend rien, on l'accepte pas. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi, très honnêtement. Je pense sincèrement qu'il y a de ça aussi. Anarchy 08, ou alors ils ont commencé à interférer avec lui après les tentatives faute de résultats, c'est une hypothèse, je précise.
peut-être, mais je trouve qu'on retombe sur l'argument forcé par l'état profond, tu vois. Donc je suis pas sûr de ça, mais peut-être. On a quoi d'autre? Pim pam poum. On a mon Isaac 09919 qui dit croire que Trump est copain avec le peuple profond. Alors le peuple profond, ça par contre je sais pas ce que c'est. Le peuple de l'Amérique profonde, je suppose. Parce que comme on parle d'état profond, je dis merde, attends, il y a une nouvelle notion que j'avais pas. C'est être d'une crédulité incroyable, voire débilité sans être acerbe ou méchant. C'est un peu rude quand même. Surtout avec tout ce qu'on voit, l'état profond a un pouvoir absolu depuis X siècles. Ils peuvent envoyer des milliers de soldats se sacrifier à leur guise, et ça serait un blondinet milliardaire star à la télé qui viendrait sauver l'Amérique et le monde. C'est un pion comme tant d'autres, et il y en aura d'autres. Ouais, plutôt d'accord avec toi. Divinite, Re974 qui dit perso je suis inquiet de voir que les gens comptent sur Trump pour éveiller les Français du camp dit national. Ça on en avait parlé absolument, complètement d'accord. Donc voilà, en fait c'est tout ça, moi les copains qui m'interpellent sur la situation de Trump, et j'insiste, hein, je sais que c'est casse-pied de dire à chaque fois bah, on avait envie d'y croire mais ça marche pas, mais machin, mais bidule, mais en même temps je crois vraiment que c'est qu'avec cette disposition mentale qu'on arrivera à se prémunir le plus possible contre un maximum de pièges. Et Trump est peut-être une illustration, je dis bien peut-être, parce que tout n'est pas forcément comparable, mais Trump est peut-être une illustration de ce qui nous attend en France. C'est-à-dire de ces candidats qui sont omniprésents, balancés dans les médias, qui incarnent une forme d'espoir, mais un espoir qui présente des zones d'ombre d'entrée de jeu. Je ne parle pas de mauvaise surprise. D'entrée de jeu, Trump, on pouvait reconnaître les failles, mais par un emballement hystérique, il arrive au pouvoir. Bon, bah méfiance à ça. Ces dynamiques de gens dont on connaît d'ores et déjà les failles et qui, malgré tout, arrivent à s'imposer, derrière, ils font de la merde. Quelle surprise, tu vois. IGN14 qui dit un peuple entier est en train de disparaître sans que personne ou presque ne remue une oreille pour... Alors moi, tous les autres sujets, je m'en tape, je suis dans un état d'écœurement inimaginable. Je comprends ton point de vue, je le partage. On en parle sur Juste Milieu, pas assez, de ce qui se passe en Palestine évidemment, mais je rejoins ton point de vue. Et il y a plus de saison qui nous dit les républicains et démocrates sont des marionnettes dans les mains de cet état profond. Plutôt d'accord avec toi. Donc voilà les amis, là-dessus, les copains sur le volet américain, on en reparlera de toute évidence. J'ai juste à cœur de vous présenter quelque chose avant de finir. Les amis, parce que vous le savez, c'est aussi ça le travail Juste Milieu. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez en direct sur la partie gratuite de Juste Milieu, on va dire la partie visible, la vitrine, les vidéos YouTube, le Juste Bistrot, les réseaux sociaux, le site internet. On a toute une masse de travail directement accessible gratuitement parce que c'est normal, on a une offre divisée, on va dire, entre le gratuit et le payant. Mais l'un ne va pas sans l'autre, vous le savez. Et je suis toujours heureux, j'ai pris cette habitude, ça fait pas longtemps parce que je le faisais pas avant, de vous présenter chaque nouveau numéro qui sort de notre travail. En l'occurrence, là, c'est Juste Mensuel. On a 2 revues, le banquet et Juste Mensuel. Juste Mensuel, pour le coup, c'est la revue de l'équipe Juste Milieu, avec Marie, que je salue, que j'embrasse, Loïc Bestinier, notre expert cinéma. On a un courrier des lecteurs, où on a des lecteurs qui proposent des articles eux-mêmes, avec des pensées du peuple, du vrai peuple. On a plein de choses, et votre serviteur qui a une rubrique dedans. Et là, j'ai entre les mains le numéro de juillet 2025, il est tout frais, ça vient de sortir. Pour vous dire ce qui vous attend, on a un article sur le bilan du pape François. C'est signé justement de notre lecteur du mois qui nous a proposé ça. Et ça régale parce qu'on laisse la parole. C'est mon Florian qui nous a écrit ça. Vous avez Marie qui nous a mené une enquête sur les vrais complots du Covid-19, du déni au retour du réel. C'est un article, vraiment, je suis très content que Marie se soit lancée dans ce boulot-là. Je vous montre la page de l'article, c'est ça. Je suis très content vraiment de ça parce que Marie s'est amusée, c'est du boulot, à remonter tous les complots du Covid-19 qui sont devenus réalité. Et en fait, nous-mêmes, on l'a chassé. Nous-mêmes, dans notre mémoire, on l'a dégagé. Mais c'est hallucinant de voir qu'il y a tous ces complots-là dont il ne fallait surtout pas parler. Les médias, avec quelques petits articles qui sont complètement passés à la trappe, que personne n'a vu, et bien en fait, les médias nous ont dit que c'était vrai quasiment à chaque fois. Donc Marie remonte tout ça. C'est une archive à encadrer. Je peux vous dire que dans 30 ans, on s'en rappellera. Et puis, on a sinon... Loïc Besnier, notre expert cinéma, qui a la petite habitude chaque mois de nous parler cinoche avec des films en lien avec des thématiques de l'actualité. Et là, en l'occurrence, c'est les films qui se passent sous l'eau. Et il nous parle des meilleurs films, de ses meilleurs films sur cette thématique-là. Ça s'appelle Sous l'eau, personne ne vous entendra crier. Et puis, il y a votre serviteur qui
propose cet article que je vous montre. Voilà. Comment survivre à 2027 et après. Petite analyse sur l'état politique, mais on en reparlera de tout ça. Donc c'est juste mensuel, les amis. Je vous donne le lien dans le chat. Si vous regardez la vidéo en replay, vous avez le lien sur YouTube dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à découvrir notre travail. C'est vous qui choisissez les offres. Hein. Il y a du 3 mois, du 6 mois, du papier, du numérique. Vous vous désabonnez comme vous voulez. Si vous voulez soutenir le travail qu'on fait avec Juste Milieu, eh ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis. Et ce travail, je suis fier de vous en montrer la qualité. Je suis fier de vous dire ce qu'on fait tous les mois, de vous montrer ce qu'on fait tous les mois, de savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est que du bonheur. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On va se quitter pour ce soir, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Je vous raconte, je suis heureux comme un pape. Je vous en avais parlé, les amis. J'étais allé voir, je vais vous montrer un petit extrait. J'étais allé voir il y a il y a 4 mois maintenant, je crois, quelque chose comme ça. J'étais allé voir il y a 4 mois un groupe qui s'appelle The Amy Winehouse Band. C'est le groupe officiel d'Amy Winehouse avec ses musiciens officiels qui pour la plupart l'ont accompagné pendant de longues années dans sa carrière. Et le groupe s'est reformé sans Amy Winehouse, malheureusement, vous vous en doutez, pour d'évidentes raisons de planning. Et j'étais allé voir ce groupe à Genève. J'avais pris une claque. Vous savez, je suis amoureux d'Amy Winehouse, j'avais pris une claque. Déjà, c'est extraordinaire de voir les musiciens qui ont fréquenté Amy Winehouse au plus près pendant des années. Et ils ont trouvé une chanteuse, une Irlandaise. Je vous laisse écouter, ça se passe de commentaires en fait. C'est extraordinaire. Ce groupe s'appelle The Amy Winehouse Band. La voix est extraordinaire. Je trouve que la voix est complètement dingue. Donc vraiment, j'étais abasourdi quand je suis allé voir le concert. J'ai adoré. Et il repasse pas loin de chez moi. Donc demain j'y vais et je prends la route. C'est pas sûr qu'il y ait un Juste Bistrot. Faut que je me cale encore avec Madame Milleux. C'est pas sûr, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux pour en faire un peu de show. Mais sinon je prends la route, je vais voir le concert le soir. Donc je suis très content. Je suis trop content d'y retourner, les amis. Ça m'avait ému aux larmes la première fois. C'était magnifique. J'ai trop hâte d'y retourner. Donc vraiment, voilà. Demain je suis pas là, mais normalement je suis pas là. Je vous promets rien. On va voir. Normalement je suis pas là, mais pour de bonnes raisons. Et ça régale. Et ça fait plaisir. Et puis sinon, on se retrouvera, vous le savez, la semaine prochaine, les amis, pour le retour du Juste Bistrot. On va se faire une belle semaine. On va se régaler. On va être ensemble. Et puis après, ce sera direction le Québec, pardon. Direction le Québec. Et là, on va tout couper. D'ailleurs, on va tout couper YouTube. Pendant les vacances, on reviendra peut-être pas tout de suite à la rentrée. On aura des choses à vous annoncer, vous verrez. On va tout couper. Seul Telegram sera encore actif. Je serai encore sur Telegram pour rester en contact avec vous, pour échanger, vous partager des petites choses de mon séjour là-bas. Bref, les amis, ça ce sera sur Telegram. Donc rendez-vous là-bas. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien. Si on se revoit pas demain, on se revoit lundi dans le Juste Bistrot. Sans faute. Surtout, profitez. Profitez, les amis, de votre week-end. Profitez de ce soir. Profitez de tout. Profitez de la vie. Faites des trucs que vous aimez bien. Tu vois, demain, je suis trop content. Je vais voir un concert d'Amy Winehouse. Et ben, on pourrait dire, oui, mais Macron, oui, mais les pauvres, oui, mais la crise. Oui, mais demain, je vais être heureux. Et demain, je vais être bien. Alors, c'est peut-être égoïste, mais ça m'empêche pas, après, d'être conscient du reste, ça m'empêche pas de faire le travail que je fais avec Juste Milieu, mais il faut savourer ces moments-là. Tu vois, ce soir, je vais boire une bière avec mon meilleur pote, et ben ça va être bien. Et on va pas faire tomber le monde, parce que lui, il est con. De toute façon, on va faire rien tomber, on va rien faire tomber à part les bières, à mon avis. Mais ça va être bien et je vais être content. Et vraiment, les amis, soyez contents. C'est bête à dire comme message, mais soyez contents. N'oubliez pas de savourer ces petits bonheurs. C'est très important. Donc faites ce que vous aimez. Si vous aimez écouter de la musique, vous écoutez de la musique. Si vous aimez fumer une clope en buvant votre café le matin, vous fumez une clope en buvant le café. C'est très bien comme ça. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Peut-être à demain, sinon à lundi. Excellent week-end à vous. Je vous embrasse. Vive la rigolade, évidemment. Et vive la France. Voilà, c'est dit. Je vous embrasse.